Salut les geeks, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une aventure de l'araignée qui m'a profondément marqué quand j'étais gosse, car je l'ai eu chez mon cousin bien avant d'avoir ma passion pour les revues de Lug. Il s'agit de l'épisode 141 et 142 de l'Amazing Spider-Man avec Mysterio, deuxième du nom. Sorti en février et mars 1975, ces deux récits ont été publiés dans le Strange 113 de mai 1979. Et bon sang, regardez-moi cette splendide couverture de Jean Frisano. Moi, j'aime bien cette couverture, qui est unbelievable. Spider-Man est opposé au Docteur Octopus, Mysterio et au Vautour. Rien que ça, mes petits amis, bientôt prostatique. Mais franchement, c'est tout bonnement hyper emballant et c'est surtout plus beau que le sexe. Quelle hype, quelle fantastique invitation à la découverte de cet épisode. C'est tout bonnement waouh. Waouh. Je vous rappelle, en ce qui me concerne, en 1979, je ne lisais pas encore de Strange, mais mon cousin m'avait mis ce bouquin entre les mains et j'avais été fasciné et emballé par plusieurs dessins incroyables du talentueux Ross Andru. D'abord cette image rassemblant tous les ennemis de l'araignée qui fondaient sur Peter et qui m'avait plus que hypé. T'avais l'impression que l'araignée avait un petit peu trop traîné dans un bar à chicha. Il y a que des bandits dans ce bar à chicha. Bar à chicha. C'était la première fois que je découvrais le mécanisme de lancement de la toile d'araignée à l'occasion de cette scène où il se bousille les mains en tapant comme un imbécile contre un mur. Sans parler de ce Mysterio sans tête qui m'avait vraiment surpris. Vraiment, cet épisode a eu un impact incroyable sur le gosse de 6-7 ans que j'étais. Mais revenons un peu sur cette histoire écrite par Jerry Conway, dessinée par Ross Andru et ancrée par Frank Giacoia et David Hunt. L'histoire nous relate les problèmes de vision de l'araignée qui ne sait plus trop croire depuis que Mysterio revient le tourmenter avec ses illusions. On peut à l'occasion découvrir la Spider-Mobile qui, après une poursuite avec la police, finit dans la rivière. On nous rappelle au passage que Spidey a passé un contrat avec Corona Motor pour construire le Spider-Mobile, et cela s'est fait dans l'Amazing Spider-Man 126, vu dans le Strange 105 en fait. Pour l'histoire merchandising, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, l'apparition de la Spider-Mobile dans les bandes dessinées a en fait été imposée à Marvel par un accord sur les jouets qu'il avait avec Corgi. Pour les nostalgiques du New York imaginé ou fantasmé de notre enfance, on y voit encore les tours jumelles, nouvelle tour de Babel, du World Trade Center sur une case, ce qui nous rappelle que c'était il y a bien longtemps à présent. L'histoire insiste aussi sur les relations de Peter, qu'on connaît par cœur, avec Mary Jane, qui est sortie de l'hôpital suite à ses blessures lorsqu'elle avait été attaquée par le bouffon vert. Et ça s'est passé dans l'Amazing Spider-Man 136 que nous avons pu lire dans le Strange 110 de février 1979. Voyez comme Ross Andru fait des représentations très robustes de MJ avec des angles intéressants et de super arrière-plan. C'est beau, non? Non. L'intrigue commence vraiment quand Spider-Man parcourt la ville en se penchant sur la façon de récupérer le Spider-Mobile qui est toujours au fond de l'eau. On notera son acte inacceptable de petite délinquance juvénile et minable quand il vole littéralement le repas d'un type qui sort de chez McDo. À moins que ce soit pour l'éviter de devenir obèse, d'un point de vue éthique c'est chelou quand même. Mais alors qu'il essaie de manger sa rapine, le tisseur est soudainement enveloppé d'un gaz qui le fait tomber du bâtiment sur lequel il se trouve. Il se sauve d'une mauvaise chute et il est soudainement confronté à Mysterio. Sébastien Chaval. Ouais. Bordel, regardez, Lug a encore enlevé l'onomatopée et l'impact, et c'est chiant. Puis rapidement, Spidey est confronté à l'illusion de tous ses ennemis en même temps. Ça fait beaucoup là, non? Question illusion, on est en droit de se poser des questions. Si Mysterio projette des illusions au moyen d'une lentille miniature qu'il a attachée à la poitrine du costume de Spider-Man, je n'arrive pas à comprendre, malgré ma grande intelligence, comment Mysterio savait qui était le chacal par rapport à Spidey. D'autant que le chacal n'est pas encore connu pour ses exactions dans le milieu. Donc le brouillard psychoactif semble faire apparaître à la fois des projections des méchants connus de Spidey, et le reste doit être des hallucinations. Ouais, je sais, je me pose des questions inutiles. C'est pas faux. Il s'en rend compte trop tard après avoir compris qu'au lieu de frapper ses ennemis, il a détruit un mur de briques, et il détruit le mécanisme qui lui permet de lancer sa toile. Sans compter que ce gros bolos s'est pété, comme Parker, les mains dans cette affaire. Mysterio apparaît alors et lui dit que ce n'est que le début avant de disparaître dans les airs. Pour Spider-Man, c'est inconcevable puisque Mysterio est mort en prison après sa dernière capture par Spider-Man dans l'Amazing Spider-Man 67 que nous avons pu lire dans le Strange 64 d'avril 1975. Et le Strange que nous sommes en train d'étudier enchaîne sur l'épisode suivant où Spider-Man plonge dans l'Hudson pour essayer de localiser son Spider-Buggy englouti. Et bien évidemment, Mysterio réapparaît pour le tourmenter à nouveau avant de se dissiper une fois de plus. J'attire votre attention sur un passage super flippant à cause du dessin de Ross Andru. À un moment, Parker reçoit un appel de sa tante May qui vérifie comment se porte le garçon dans son nouvel appartement. Et bordel, c'est quoi cette horreur? Tante May sourit comme une super vilaine, un croisement du bouffon vert et du gardien des contes de la crypte.
L'épisode nous rappelle aussi que Jonah J. Jameson est dans le coup de ce retour de Mysterio. Il veut absolument se débarrasser du tisseur, quitte à embaucher un criminel. Quand je vous dis que ce Jonah Jameson est vraiment un gros psychopathe. L'épisode est aussi intéressant quand Peter croit voir Gwen Stacy et qu'il la poursuit dans la rue. Or, nous le savons et pas seulement de Marseille, Gwen a été tuée lors d'une bataille entre Spider-Man et le Bouffon Vert dans l'Amazing Spider-Man 121, vu dans le Strange 104 en 1978. En fait, je vous le dis, dans mon extrême bonté, comme l'aurait fait Pierre Bonte, il ne s'agit pas vraiment de Gwen, mais d'un clone, comme le révèle l'Amazing Spider-Man 149, vu dans l'excellent Strange 117 en 1979. Croyant qu'il devient fou, Peter réalise enfin la vérité lorsqu'il découvre un dispositif inducteur d'images sur son costume de Spider-Man. Furieux que quelqu'un joue avec, il se rend compte que quelqu'un a repris le rôle de Mysterio. Spider-Man traque alors ce nouveau Mysterio et bat facilement le bonhomme au combat. Il s'agit de Danny Beckhart, l'ancien compagnon de cellule du Mysterio Original, et ce Danny a décidé de prendre son identité pour vaincre Spider-Man pour venger son ancien copain. C'est beau la confraternité patibulaire de ces cellules de prison. En fait, le premier Mysterio n'est pas mort, et il a seulement simulé sa mort, comme on le verra plus tard dans l'Amazing Spider-Man 198, vu dans le Strange 152 en 1982. Au Daily Bugle, J. Jonah Jameson reçoit un appel de Beckhart, qui a été intercepté par la police. Il dit à Jameson que s'il ne lui trouve pas un bon avocat, il va révéler le complot contre Spider-Man, auquel le chef de la maison d'édition est lié. Inquiet des implications dans lesquelles il est impliqué, ça fait beaucoup de fois le mot impliqué, c'est-à-dire s'il est impliqué, Jameson s'enfuit du bureau en disant à Betty qu'il se rend en France. Ah! Ce dernier point pose un problème de scénario. D'abord, on ne connaît pas les véritables termes de l'accord entre Beckhart et Jameson. Et même si Jameson déteste Spider-Man, il a explicitement montré dans le passé qu'il ne voulait pas que Spider-Man soit tué, mais juste remis à la police. Or là, il semble se réjouir à l'idée que Spidey soit tué. Et second point, pourquoi Jameson a peur de la police? Véritablement, à ce moment-là de l'histoire, quel crime la police pourrait-elle imputer à Beckhart? Sachant que Spider-Man ne peut pas porter plainte étant considéré comme un criminel, alors pourquoi les flics ont-ils arrêté Mysterio? Le port du costume de Mysterio est-il illégal? Oh bah quand même! Les seules raisons qui expliquent cette arrestation ne peuvent être que d'ordre juridique. Il est possible qu'être un libéré conditionnel utilisant le costume et les gadgets de votre ancien compagnon de cellule, super méchant au passage, soit suffisant pour obtenir la révocation de votre libération conditionnelle. En gros, tu ne peux pas faire l'Halloween ou le carnaval si t'es un libéré conditionnel. J'opte plus pour le fait qu'engager un mercenaire pour attaquer quelqu'un est illégal et que du coup juridiquement Beckhart et Jameson sont plus que méga borderline. En tant que criminel condamné, Beckhart ne peut pas obtenir un permis de chasseur de primes. Mais encore une fois, la personne attaquée est Spider-Man, un criminel aux yeux de la justice qui ne peut pas aller à la police et porter des accusations formelles ni témoigner contre Beckhart devant un tribunal. Et puis c'est chelou quand même, pourquoi Jameson se lancerait dans un tel complot plus que bancal, d'autant que ses relations avec Beckhart ne sont pas claires. À l'époque, je ne me posais pas autant de questions, et j'ai adoré lire ce Strange qui m'avait particulièrement impressionné pour ses dessins et ses jeux d'illusions perturbants. Les dessins sont beaux et compensent les failles du scénario, mais il est évident que Jerry Conway s'en battait vraiment les steaks. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'achetez pas chinois et n'oubliez pas de laisse post blow pour récompenser mon travail fait avec amour. A bientôt les geeks. Ta gueule!